est déraciné, tu vois. On ne vit pas avec la famille, on ne vit pas avec les pays, mais quand même, ça te manque, tu vois. Ça te manque quand même énormément. Parce que les gens qui ne comprennent pas ça, il faut vivre pour comprendre. En exil, de l'autre côté c'est facile, mais d'un côté quand les gens ils disent ah, un étranger, encore un étranger, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous ne retournez pas chez vous, ils ne comprennent pas la situation. Quand tu nais quelque part, t'en as marre que tu pars. Mais tu pars derrière toi pendant 20 ans, tu regrettes rien parce que c'est une misère. Et où tu vis, c'est pas mieux. Ça te manque la nostalgie des piments, ça te manque la nostalgie des épices de pays, tout ça, ça te manque le soleil, ça te manque l'amour. Mais au moins tu dis, ah, ici je me sens au moins, quand je dors, je peux me réveiller. Là-bas tu dors, il n'y a aucune garantie. Aucune garantie. Tu peux te faire tuer, hop, jour et lendemain, après, avec le peur de mourir, jusqu'à quand? C'est la peur et le désir d'assurer l'avenir qui ont poussé Wally à s'exiler. Il a quitté le Kurdistan à l'âge de 13 ans et son exil l'a conduit finalement à Strasbourg, où il a réussi à se reconstruire. Wally et sa femme tiennent un petit restaurant dans ma rue et ces deux garçons vont dans la même école que le mien. Nous sommes devenus amis. Souvent, le soir, après la fermeture, Wally me raconte le long périple qui l'a amené ici. La traversée clandestine de l'Europe, les années de galère à Paris. Un parcours commun à celui des millions de Kurdes. Kurdistan signifie littéralement le pays des Kurdes. Ce devait être le cas après la Première Guerre mondiale si les puissances européennes avaient respecté leur promesse d'en faire un État. Au cela, le Kurdistan serait trouvé partagé entre 4 nouveaux pays. La Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak. Les 40 millions de Kurdes sont alors devenus le plus grand peuple au monde, sans État. Depuis ce jour, ils subissent des politiques d'assimilation d'une rare violence, dont la dénonciation ne trouve guère de relais dans les médias occidentaux et la communauté internationale. Pour briser ce silence, ils manifestent tous les ans en février à Strasbourg. Ils espèrent une intervention de l'Union européenne en leur faveur. Wally ne rate jamais cette manifestation. Le Kurdistan vit en permanence dans le cœur de Wally, sous la forme d'un rêve obsédant, le retour au pays. Comme bon nombre de réfugiés politiques, Wally s'accroche à ce rêve, sans trop oser y croire. Parce qu'il a fui le service militaire obligatoire, il est considéré comme un déserteur par l'État turc et risque donc la prison. Mais voici que tout change. Wally vient d'être naturalisé français. Grâce à son nouveau passeport, il pense échapper au contrôle poussé des autorités turques et réaliser ainsi son plus grand rêve. Se rendre à Diyarbakir, la capitale emblématique du Kurdistan turc, pour vivre avec son peuple les célébrations du Newroz. Newroz, c'est une grande fête. Avant tout, Newroz, c'est symbole de liberté, symbole de lumière, symbole de feu. Le Newroz est la plus importante fête de l'année pour les Kurdes. Tous les 21 mars, ils célèbrent l'arrivée du printemps, le réveil de la nature. Ils allument un grand feu autour duquel ils dansent et chantent. C'est le mélange, c'est la fête, voilà. Et puis moi, j'ai jamais vu, tu vois, j'ai quitté quand j'étais petit, et Newroz, bon, maintenant, ça fait longtemps que ça me fait travailler, j'ai eu l'occasion de retourner, tu vois, et on va voir, c'est une surprise. Quand hier j'ai eu le billet, tu peux pas, j'ai pas dormi la nuit, tu vois, c'est, avec mon copain, on a discuté. Il a dit, mais qu'est-ce qui t'a, tu vois, là, au boulot, là, j'ai dit, écoute, je m'en fous du boulot, tu vois, j'ai l'habillé et tout, j'étais content, tu vois, c'est comme un gamin
Il veut un jouet que tu l'achètes, tu vois. C'est comme mon jouet, tu vois, c'est mon jouet préféré, quoi, de retourner là-bas, de voir mes amis, de voir mon peuple, voir la fête, comment ça se passe, quoi, tu vois. Et après, bon, on verra qu'est-ce qu'il nous réserve. Hein. Après, c'est quelque chose de... Ça va être quelque chose de génial, quoi, parce que tu rêves, attends, même dans mes rêves, tu vois, je n'aurais pas imaginé, après 20 ans, de faire un voyage comme ça, tu vois. On verra, la surprise. L'enthousiasme de Wally est contagieux. Mon ami me propose de l'accompagner dans la réalisation de ce rêve. Ensemble, nous allons parcourir le Kurdistan, depuis le village où habite maintenant sa famille, près de la frontière syrienne, jusqu'à la ville de Diyarbakir, où auront lieu les festivités. Gökçeahir, première étape de notre voyage, n'est pas le village natal de Wally. Cependant sa mère, très âgée, et sa sœur y habitent depuis 25 ans. À l'instar de tous les habitants, ils ont été obligés de quitter Terolar, leur village d'origine, suite au tristement célèbre massacre de Maraş, où environ 1800 Kurdes furent assassinés par des extrémistes turcs. On est ici depuis 26-27 ans. On est resté là-bas et quand il y a eu le massacre, on a eu peur et on a tout laissé. Ils nous ont menacé de nous tuer si on ne quittait pas les lieux. Nous avons tout laissé derrière nous pour venir nous exiler ici. Depuis que les massacres, ils nous ont dit que soit vous allez partir, soit on va vous tuer. Depuis, c'est la misère pour nous. En France, la vie est supportable, mais ici, ce n'est pas le cas. On ne peut pas sortir quand on veut, on nous menace de nous tirer dessus. Vous allez passer par le village d'Okshan. Il y a beaucoup de militaires là-bas. Si tu restes pas tranquille, tu vas avoir des ennuis. On est 11 enfants, chaque année exilés, on n'est jamais ensemble. Jamais ensemble. On n'a jamais été ensemble. Je ne me rappelle pas une fois toute la famille ensemble. Ça nous a jamais arrivé. Tu vois, alors, pourquoi? C'est les conditions de mode de vie. Il y en a qui sont en Arabie Saoudite, il y en a qui sont en Suisse, il y en a qui sont en Turquie, il y en a qui sont restés, tu vois. Et aujourd'hui, quand j'ai demandé à maman, elle dit, nous on savait que vous allez partir. On a fait autant d'enfants, au moins il y en a un ou deux qui restent avec nous. Ah, vous partez. Allez, rentrez bien. Que Dieu soit avec vous. Faites bonne route. Passe le bonjour à tout le monde. Si quelqu'un demande de nos nouvelles, tu le salueras de notre part. Tu vas où, cousin? Je me promène un peu. Je vous accompagne jusqu'à la route. Depuis 20 ans, au Kurdistan turc, 4000 villages ont été détruits par l'armée. Leurs habitants ont été contraints à déménager vers d'autres villages ou les grandes villes turques. D'autres, à l'image de Wally, sont partis rejoindre les nombreuses communautés kurdes dispersées dans le monde. Si les conditions de vie en Turquie étaient les mêmes qu'ici, bien sûr que j'y retournerais.
Ma famille est là-bas, nous souffrons toujours de l'absence de nos proches. Nous perdons des personnes de notre famille et nous ne pouvons pas aller à leur enterrement. Si les conditions sociales étaient meilleures en Turquie, évidemment que je retournerais y vivre. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pourquoi nous préférons vivre ici, rester ici. Nos frères, nos cousins meurent là-bas. Nous ne pouvons pas leur rendre un dernier hommage, car nous ne pouvons pas y aller. Beaucoup de gens sont dans cette situation. Ils ne peuvent même pas aller assister à l'enterrement. Mais oui, c'est vrai. Être kurde, c'est résister. C'est Meryem, cette jeune femme rencontrée dans l'association kurde que Wally fréquente, qui me l'a dit un jour. Meryem n'est pas née au Kurdistan. C'est une fille de l'exil, de cette diaspora des 5 millions de personnes éparpillées à travers le monde. J'y étais jamais allée jusqu'à 2007, j'avais 19 ans. J'ai souvent entendu les récits de mon père. Il me racontait les montagnes, le village. Et j'y suis allée, ça a été impressionnant déjà au niveau de la nature. J'y suis allée en hiver. Et c'est magnifique, c'est super beau, c'est un petit paradis sur terre. Mais j'ai quand même... J'ai été un peu déçue aussi. Je me suis sentie étrangère. C'était la première fois que j'y allais et je ne savais pas parler kurde. Donc déjà avec ma grand-mère et mon grand-père, ça a été un peu... C'était pas aussi affectueux et c'était un peu... Il y avait une distance entre nous parce que moi je ne les comprenais pas vraiment, eux ils ne me comprenaient pas. Et c'est ma famille mais que je n'avais jamais vue en fait. 20 000 Kurdes vivent en France. Ils se retrouvent dans des centres culturels kurdes disséminés un peu partout. Malgré sa jeunesse, Meryem dirige celui de la ville de Mulhouse. Pour les 5 000 Kurdes résidant en Alsace, c'est un lieu unique qui leur permet de garder un lien avec la situation politique du Kurdistan. Grâce aux informations que Meryem rassemble et diffuse, les Kurdes d'Alsace échangent et participent, depuis leur exil, à la lutte pour la reconnaissance du peuple. Les plus jeunes, quant à eux, à travers des cours et des danses et des langues kurdes, tissent un lien avec ce pays qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi tu fais ça, Wally? Hein? Pourquoi tu fais ça? Ça? Ah, ça, c'est... On peut pas expliquer, hein. Comment on peut dire? C'est un bonheur de toucher les fleurs de frappe. Il y a beaucoup de gens qui ont l'espoir pour... Quand tu as soif, tu bois. Tu ne regardes pas les couleurs de l'eau, tu bois. Et cette fleur, elle a donné beaucoup de vie à beaucoup de gens pour nourrir leur famille. Et puis ça va jusqu'en Syrie. Et ça sort du pays du Kurdistan. Tu as toujours voulu faire ça? Toujours aimerait bien passer par là, quoi, tu vois. Et c'est une occasion qu'aujourd'hui, et puis voilà. Urfa, le bus pour Urfa. L'année dernière, je suis allé à Diyarbakir. Je l'ai fêté 3 fois. Ici, j'ai été condamné. Comment ça? Quelle condamnation? C'est interdit. Ils disent que c'est interdit. Et pourquoi ils disent ça? C'est vrai. Ils disent que... Qu'est-ce que tu fais? Il est parti, Ako? je lui parle s'il va au Nevros.
Il dit chaque fois que je vais là-bas, je reçois les amendes de 3000 euros. Pourquoi? Parce que c'est interdit. Ils ramènent les voyageurs. Ouais, Nevron. Il dit, mais je m'en fous. Je m'en fous de leur... Il dit, j'y vais quand même. Cette année aussi, j'y vais. Le chemin jusqu'à Diyarbakir est encore long. Le moyen de transport le plus courant est le dolmus, ces petites navettes qui arpentent le Kurdistan. Nous voyageons la nuit pour éviter les contrôles de l'armée, de plus en plus nombreux à l'approche de Nevros. À cause de son statut de déserteur, Wali risque une forte amende, voire la prison. Par ici. Venez donner à manger aux poissons. Nourrir les poissons, c'est sacré. Tu as fait ton service militaire? Oui. Où? J'ai fait mes débuts à Manissa. Et ensuite, je suis allé à Iskandar. Et comment ça s'est passé? J'avais un ami. Il était de Erjish, dans la province de Van. Il faisait tout son possible pour ses camarades. Nous étions très amis avec lui. Nous nous entendions bien. Il était contre le gouvernement et contre le système de l'armée. Il était plutôt pour la guérilla. Il était de Erchish. C'était quelqu'un de bien. Nous étions tous camarades. Nous étions 15, mais nous n'aimions personne. Je ne m'entendais pas très bien avec les Turcs. Lui et moi, on discutait, on se promenait. Grâce à lui, mon service s'est très bien passé. En fait, il a fait son service militaire. Il était 2-3 fois en opération contre les guérillas. Mais il a dit, on tirait en l'air, on voyait passer nous, on ne voulait pas tuer. Et eux, c'est pareil, la même chose. Ils ne voulaient pas nous tuer non plus, tu vois. Lorsque tu partais en opération, comment tu te sentais dans ton cœur et dans ta tête? Comment tu te sentais? Comment voulais-tu que je me sente? Nous voulions nous éloigner. Nous ne voulions pas de confrontation. Nous prions que Dieu leur vienne en aide. Nous étions contre l'armée. Nous espérions qu'ils reviennent tous sains et saufs. Nous n'étions pas pour les soldats. En tant que citoyens turcs, les jeunes kurdes doivent effectuer leur service militaire. Ils sont alors confrontés à ce choix grand: déserter et donc partir, loin, en exil, ou bien obéir et combattre leurs frères engagés dans la guérilla. Rares sont les pays qui soutiennent la lutte des Kurdes pour une reconnaissance de leur peuple. Les pays européens se contentent d'émettre des déclarations outrées, mais vaines, sur les violations des droits de l'homme dont ils sont victimes en Turquie. En France, régulièrement, les centres culturels kurdes sont objets de perquisitions et leurs membres arrêtés et accusés de soutenir la guérilla. Chers camarades, nous allons commencer. Si on pouvait avoir le silence. Demain, nous avons donc 5 sympathisants kurdes à Paris qui vont passer au tribunal. C'est pourquoi on a préparé donc un papier pour demander leur libération. Donc j'aimerais que tout le monde, avant de partir, signe ce papier. On va le faxer ce soir au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice et au Premier ministre. Et c'est important pour le peuple kurde de se faire entendre et de montrer à tout le monde qu'on est là et qu'on ne se laissera pas faire opprimer
en croisant les bras. Donc on est là et c'est très important pour nous de signer ce papier. La manifestation annuelle de Strasbourg est l'occasion pour les Kurdes de toute l'Europe de se retrouver. Elle a lieu le 15 février, date anniversaire de l'arrestation d'Abdullah Öcalan, leur leader, qu'ils surnomment affectueusement Apo, l'oncle. Abdullah Öcalan est le fondateur du PKK, le Parti des travailleurs kurdes, créé en 1979. Son emprisonnement est la conséquence de la lutte armée qu'il a entamée en 1984 contre l'État turc, qui nie l'identité culturelle et politique kurde. Avec la création de la guérilla kurde, Öcalan devient l'ennemi numéro 1 de la Turquie. Le PKK parvient rapidement à tisser son influence dans les provinces kurdes de Turquie. Les guerriers retirent profit des montagnes pour établir leur camp de base. En 1998, Öcalan est arrêté au Kenya par les services secrets turcs, américains et israéliens. Condamné d'abord à la peine capitale, il est finalement mis à l'isolement dans la prison d'Inrali, forteresse dont il est censé ne plus jamais sortir. Aux yeux du monde et de ses partisans, il est invisible. Mais son visage devient l'emblème fédérateur brandi par les Kurdes partout dans le monde. En 2003, le PKK devient membre du KCK, la Confédération démocratique du Kurdistan. Une coalition qui prend aussi en compte les autres secteurs de la lutte kurde, les femmes, la diaspora, les ONG. Aujourd'hui, les combattants vivent repliés dans les montagnes du Kurdistan irakien. Ces montagnes sont, malgré les bombardements des armées turques et iraniennes, un espace très relatif de liberté pour les Kurdes. Ici fête le Nevroz, sous la protection du PKK. Après la création de la République de Turquie en 1923, les festivités de Nevroz ont été officiellement interdites, car jugées subversives et contraires à l'Union nationale. Les Kurdes n'ont eu d'autre choix que de le célébrer clandestinement, dans les montagnes, loin des villes ou chez eux. Mais à partir de 1982, la signification de Nevroz change radicalement pour le peuple kurde. Ce 21 mars-là, Mazlum Dogan, un des membres fondateurs du PKK, s'insurge contre les sévices que lui et ses camarades subissent dans les geôles de la prison de Diyarbakir. On a l'habitude de dire que la prison de Saigon au Vietnam était la plus cruelle de toutes. Mais celle de Diyarbakir la devançait de loin. Même l'État turc d'aujourd'hui a du mal à le reconnaître. Il s'y pratiquait des tortures inhumaines, atroces, pour faire dire à un Kurde qu'il était turc, jusqu'à ce que les hommes perdent connaissance. Un groupe se battait contre cette barbarie. Mazlum Dogan en faisait partie. Mazlum Dogan a étudié l'économie à l'université à Ankara. Et de très intelligent. Il avait beaucoup de principes et était très attaché à cette lutte. Il croyait fortement en cette cause. Pour faire face à cette barbarie, Mazlum Dogan a trouvé 3 allumettes et les a cachées. Avec ces allumettes, il a allumé le feu du Nevroz. Il a fabriqué une corde avec ses vêtements et s'est pendu. Il a protesté en se donnant la mort et ainsi il a fait appel à la résistance. C'est de cette manière qu'il a célébré le Nevroz. Le feu du Nevroz a été allumé à l'intérieur de la prison, mais aussi à l'extérieur. La résistance à la barbarie et la revendication des droits de l'homme
ont commencé ce jour-là et durent encore aujourd'hui. 4 prisonniers kurdes suivront l'exemple de Dogan et s'immoleront dans leurs cellules. D'autres entameront une grève de la faim. Certains en mourront. L'image de Newrouz, pour nous, c'est ça. Tu vois, il faut aider les gens qui sont pauvres. Il faut aider où il y a de l'injustice. Il faut qu'on trouve la paix. Il faut qu'on trouve la liberté. Il faut qu'on trouve des solutions. Pour nous, il y a une histoire de Newrouz, tu vois. Quand j'étais petit, ça était interdit. Attends, tu prenais juste les mots de Newrouz, tu prenais 10 ans de prison. J'étais pas bien à l'école parce que c'était étranger, c'est une langue étrangère, c'est une autre culture étrangère. Et on n'a pas le droit de dire ce qu'on pensait. Je parlais même pas un mot turc. Même pas un mot. Alors un jour, le maître il vient, à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas que vous parlez kurde. Et ma maman, elle parle même pas un mot turc. Comment tu veux que je communique avec elle? Comment tu veux? Ah, alors je l'ai expliqué une fois, bon, j'ai fait rigoler, je dis, ma maman, il faut que, d'abord que vous venez à la maison, vous faire apprendre la langue turque à ma maman, et après que je puisse parler avec elle. Là, il m'a tabassé parce que je lui ai dit les choses que je lui pensais. En plus, j'étais petit, tu vois. En 1924, le nouvel État turc interdit l'usage de la langue kurde. En 1983, l'État décrète que la langue maternelle de tous les citoyens est le turc. Toute autre langue est interdite. Encore aujourd'hui, l'interdiction de l'apprentissage de la langue kurde demeure. Allez, vas-y. Je m'appelle... Je m'appelle Asmen. Je m'appelle Asmen. Je m'appelle Asmen. Je m'appelle Asmen. Mon père s'appelle... Mon père s'appelle... Mon père s'appelle... Asmen. Asmen. Mes parents savent parler français, turc, kurde. Et c'est vrai qu'avec nous, ils ont parlé français. Ils ont eu la peur que les enfants ne soient pas bien intégrés. Et moi, jusqu'à l'âge de mes 17 ans, je ne savais pas parler turc, je ne savais pas parler kurde, je savais que le français. Et c'est vrai que quand on pense vraiment, dans le fond, c'est vraiment tragique. C'est quelque chose de dramatique de ne pas pouvoir parler sa langue. Parce que moi, je ne connais pas ma langue, je ne vais pas pouvoir la transmettre à mon enfant, et mon enfant la transmettre à son enfant. Enfin, ça se perd comme ça, en fait. Il y a beaucoup de Kurdes comme ça. C'est pour ça, nous, à l'association, on donne des cours de langue kurde aux enfants, aux jeunes, et même aux adultes qui ne savent pas parler. C'est quelque chose de très, très important pour nous, et on a insisté sur ces cours, parce que
si un jour on devrait, enfin, on aurait une solution donc démocratique de paix en Turquie et qu'on pourrait retourner donc dans nos régions, sur nos terres et y vivre, en étant reconnu par l'État, reconnu par le monde cier, et ben c'est vrai que là-bas il va falloir, on parlera kurde. Enfin, c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur cette base, c'est la base de tout, la langue. Heureusement, je me dis que mon mari sait parler kurde parce que c'est lui qui lui apprend. Ma mère? C'est quoi ça, Asman? Non, non. Ma mère? Ma mère? Ma mère? Comment s'appelle ta mère? Ta mère s'appelle Meriem. Que tout le monde descende. Toi, tu poses ton sac et tu l'ouvres. Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous achète, il nous dit c'est descend. Diyarbakir est proche. Le dolmus qui nous amène est arrêté à plusieurs reprises par l'armée. Les soldats nous font descendre. Wally préfère parler turc pour ne pas se faire remarquer. Un officier prend tous nos papiers. Je vais tourner par là. Une demi-heure après, il revient, nous les rend et nous souhaite un bon voyage, avec un petit sourire. Le chauffeur et les passagers commencent à paniquer. Wally m'explique qu'un deuxième barrage nous attend quelques kilomètres plus loin et que c'est sans doute là qu'ils vont agir. Après une rapide concertation, la navette quitte la route principale pour s'engager sur un chemin de terre. C'est là-bas. Quoi? C'est là-bas. Nous faisons un détour de 2 heures pour contourner le barrage. Nous arrivons à Batman, à 50 km de notre destination prévue. Oui, Rézit. Je vais à Batman. Tu es à la maison? Reste à la maison. J'arrive avec des invités, d'accord? Des journalistes européens. Allez, salut. La région de Batman est l'une des plus favorables au PKK. La grande majorité de la population soutient la guérilla. Notre chauffeur tient à nous présenter sa famille, tous militants pro-kurdes. Tu habites ici? Est-ce que tu habites ici? Oui, oui. Ils nous ont mitraillés. Ma voiture est une épave. Un guérillero est tombé en martyr. Vous étiez dans la voiture? Oui, et ils nous ont mitraillés. C'était suite à une dénonciation. J'étais avec un guérillero, ils nous ont interceptés et ils nous ont mitraillés. Quelqu'un qui a dénoncé, et puis ils ont même pas arrêté, et puis ils ont tiré sur tout le monde. Il a détourné l'attention des militaires pour protéger les guérilleros. C'est à ce moment-là qu'ils l'ont arrêté et mitraillé. J'étais au village, chez moi. Chaque jour, chaque nuit, il y avait des opérations militaires. Effectivement, j'étais un partisan. C'était un partisan, lui aussi. Je faisais venir et partir les guérilleros. Ils nous frappaient, nous jetaient à l'eau, nous électrocutaient. Mes dents, là, ont été arrachées pendant les séances de torture. Pas une fois, 10 fois, 20 fois. Chaque fois, il y a quelque chose, même encore aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui vient chez nous, il nous prend, il dit parce que... L'arme. Oui, ce sont des balles.
J'ai 17 à 18 balles dans les jambes. Tu vois, tout ça, c'est les balles qui sont sorties dans leurs pieds. Tu vois? Là, 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 tout ça, ce sont des traces de balles. Tu vois, tout ça, c'est des traces. Tout ça, c'est des traces de balles. Lors d'une manifestation, ils ont fracassé la tête de ma mère. Depuis, j'ai des vertiges. J'ai mal à la tête. Je ne peux plus bouger. Cette année, je suis tout le temps allée chez le médecin. Il m'a donné des médicaments qui ne servent à rien. Et je n'ai pas d'autres moyens. Ils l'ont interpellé lors d'une manifestation. Ils l'ont incarcéré et torturé pendant 1 semaine. Ils lui ont fracassé la tête. Après nos efforts, ils l'ont relâché. Aucune de mes dents ne tient plus. Regarde Luis, regarde. Regarde, ça c'est la jousse. Tu vois, dans le petit rue, il voit les gens, tu vois. Regarde comment il tape. Ils n'ont pas peur d'arrêter ou massacrer ou torturer parce que c'est devenu comme la vie normale d'avoir la torture, de tuer quelqu'un dans leur famille. C'est comme c'est quelque chose de normal, quoi, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Tout ce qu'ils veulent, avoir un pays démocratie, avoir le travail, avoir les conditions de vie, avoir le mode de vie comme tout le monde. Tout ce qu'ils souhaitent avec son cœur. Et ils sont fiers de, malgré ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vivre là, ils sont fiers pour ce qu'ils ont fait. Il souhaite avec tout son cœur que l'État trouve une solution pour les deux peuples. Plus ils nous frapperont, plus cette lutte s'amplifiera. Plus il y aura de sacrifices, plus cette lutte s'amplifiera. C'est je frappe, je casse. C'est clair, ce n'est pas la solution. La solution est de rencontrer Abdullah Öcalan et d'établir des pourparlers. C'est cela la solution. Casser, détruire n'apportera pas la solution, quoi qu'on en dise. Il n'y aura ni la fin des soldats turcs, ni la fin des guerrieros. C'est malheureux pour les mères des soldats turcs, comme pour les mères des guerrieros. Cette lutte ne prendra fin qu'avec une seule résolution, celle de rencontrer Öcalan, de libérer notre leader, le redonner à son peuple. Ce n'est qu'ainsi qu'il y aura une résolution du conflit. Autrement, il n'y aura pas de solution. S'il meurt, je prends sa place. Si je meurs, un autre prend ma place. Cette lutte est ainsi. Que nos mères cessent de pleurer. Pleurer n'apporte pas la solution. Casser, détruire, frapper n'apporte pas la solution. Le peuple kurde est désormais éveillé. Le peuple kurde a une voix désormais. Le peuple kurde a des oreilles désormais. Le peuple kurde a des yeux désormais. Il est essentiel d'apporter une solution à cette affaire. Après tous les sacrifices que nous avons faits, Dieu, avec tout notre respect, nous les commémorons. Qu'il repose en paix, qu'il repose au paradis. Nous saluons tous ceux qui participent à cette lutte. Que Dieu leur vienne en aide. Bonne continuation à notre peuple.
بابا En fait, ça touche vraiment le privé parce qu'on s'en rend compte. Et moi, quand je vois la télé, quand je vois les journaux, quand je vois ce qui se passe au Kurdistan, ça me touche. Et même avec mon mari, on est là, on est les deux, on a les larmes aux yeux et on se dit, mais on ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas vivre comme ça. On peut pas se l'accepter en disant que notre frère là-bas se fait lâchement tuer par terre et il est mort et on tape encore. Et c'est tellement dur de vivre avec ce... En fait, c'est pas un fardeau, mais c'est tellement dur de vivre avec. On se dit qu'on va le transmettre à notre enfant et... c'est dur. C'est comme un rêve. Je crois pas si je suis là ou je suis pas là, tu vois. Je n'aurais jamais imaginé et puis je croyais pas au fond de moi que je réaliserais un jour d'être là. Je pense que j'aurai pas l'occasion de revenir encore une fois. Les conditions, après on verra. Les conditions de vie qu'on a actuellement, ça ne me permettrait pas de revenir encore une fois. Et pour ça, une côté ça me fait bien, une côté ça me fait mal parce que je n'aurai jamais l'occasion de retourner dans mon pays, quoi. C'est un peu triste, mais c'est la vie. Chez les Kurdes, depuis la nuit des temps, une légende est associée à la célébration du Newroz. Elle raconte comment Kawa, le forgeron, sauva les enfants des griffes d'un terrible despote en les cachant dans les montagnes. Les enfants grandirent, formèrent une armée, et un jour ils descendirent des montagnes et tuèrent le tyran. Pour annoncer la bonne nouvelle au peuple de Mésopotamie, Kawa le forgeron alluma un immense brasier. En réponse, d'autres feux illuminèrent la nuit pour célébrer la liberté retrouvée. La légende dit aussi que le peuple kurde est né des enfants survivants. Aujourd'hui, les Kurdes osent braver les interdits, les coups de matraque, les arrestations et la torture, pour venir fêter en famille, pacifiquement, la plus ancienne célébration du Moyen-Orient. Autour de nous, 1 million de personnes.
toutes drapées dans les 3 couleurs interdites, celles du drapeau kurde. Dans les ciels, des avions et des hélicoptères de l'armée turque survolent la foule. Ils nous rappellent leur présence dans cette guerre qui ne dit pas son nom. Maintenant, on va pas loin de où on fait le feu, tu vois. À la tribune, Leyla Zana prend la parole. Leyla Zana, la rose du Kurdistan, l'une des rares représentantes kurdes au Parlement turc, pourrait avoir prêté serment en kurde, sa langue maternelle. Elle a passé 10 ans en prison. Bon Mevrouz au peuple du Kurdistan. Kurdes du monde entier, je vous souhaite un bon Mevrouz. Aux prisonniers de la liberté, je souhaite un bon Mevrouz. Je souhaite au peuple d'Ahmed, peuple de Diyarbakir, peuple de résistants qui s'est donné au feu, aux Kawa contemporains qui nous ont amenés jusqu'à ce jour, aux courageux sans nom, je leur souhaite un bon Mevrouz. Mes chers frères et sœurs, je suis sûr que votre voix est entendue. Ceux qui l'ignorent sont aveugles du cœur et aveugles de l'esprit. Les Kurdes savent dans quelles conditions ils sont arrivés jusqu'à ce jour. Ils n'ont plus honte d'être Kurdes. Ils n'ont plus honte de leur langue. Ils n'ont plus honte de ce qu'ils sont. Ils n'ont plus honte de qui ils sont. Nous ne pouvions dire que nous étions Kurdes. Mais aujourd'hui, sur cette place, par notre voix et nos couleurs, nous montrons notre identité. Pour tous les peuples, il y a des jours historiques. Mais je ne crois pas qu'un autre peuple les célèbre avec autant de joie que la vôtre. Nous sommes tristes et heureux à la fois. Nous vivons ces deux émotions en même temps. Nous sommes tristes car notre voix pure, notre voix sincère, notre voix fraternelle n'atteint pas les oreilles, car elles prétendent ne pas entendre. Nous allons déboucher les oreilles de ces sourds par la voie de la paix. Je crois vraiment qu'avec votre position, votre âme, vos souhaits et vos fortes convictions, vous parviendrez à déboucher les oreilles de ces sourds. Joyeux Nowroz! Joyeux Nowroz au peuple de Diyarbakir, au peuple kurde et au monde entier. Vive le peuple de Diyarbakir! Özgürlüğün sen oldun.
après, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Tu sais, la vie, c'est comme un roman. Hein. On sait comment on va commencer, mais on ne sait jamais comment on va terminer. Hein. Il y a certains livres qu'on commence à lire, après 50 pages, on dit « Ah, si je savais que ça, que je comprendrais, il reste 2 pages dans la tête, je ne me casserais pas la tête. » Mais bon, on ne sait jamais à l'avance. Et puis, il ne faut pas faire des projets pour l'avenir, quoi, tu vois. Il faut vivre jour et jour. De toute façon, pour ça qu'on dit les meilleurs jours, c'est ce qui va venir demain, les pires, ceux qui étaient hier. Et aujourd'hui, c'est important pour tout le monde, quoi. Yarınlar seninle can bana, güneş yar yar ettin yana. Yarınlar seninle can bana, güneş yar yar ettin yana. Yüreğinde sevgiler büyür, taşları alıver koynuna. Diren ha, Diyarbakır diren, direnmektir sana can veren. Dur ve dinle bu şarkım sana.